Donc, je vais vous parler pendant cette conférence des 7 erreurs que commettent la plupart des thérapeutes, professionnels de santé, coachs, etc. Ce que j'entends par accompagner par l'éthique, comment et pourquoi, les 5 clés essentielles pour obtenir des résultats optimums à chaque séance d'hypnose et comment devenir un professionnel expert en hypnose thérapeutique. Voilà. Donc, je vais me présenter à vous, vous montrer un peu mon parcours. Alors déjà, à la base, moi, je suis psychopédagogue et formatrice de formateurs. J'ai vécu en Australie pendant près de 20 ans, où j'ai fait mes études universitaires là-bas et je suis devenue psychopédagogue. Et puis, je suis arrivée à La Réunion en 1998, en 96 en fait. Et puis, j'étais en phase de qu'est-ce que je fais de ma vie. Et puis, je décidé de créer ma société parce que je ne trouvais pas de travail, ici à l'Énergie Créatrice, qui est donc devenue un centre de formation continue en 98, Datadoké, bon, plus récemment, et cabinet de thérapie holistique. Et depuis 2010, je propose des formations auprès des instituts de santé, des professionnels de santé, des praticiens de la relation d'aide, des personnes en reconversion professionnelle. Je faisais en présentiel avant, c'est-à-dire je faisais principalement en présentiel. J'allais à Strasbourg, dans la région de Strasbourg, et je faisais à La Réunion. C'était les deux zones où je proposais ces formations. Et depuis 2020, j'ai mis en place cette formation qui est en interaction sur Zoom pour pouvoir toucher plus de gens, proposer à plus de gens de se former à cette méthode. Enfin, ce n'est pas une méthode, c'est à cette approche particulière que j'utilise en hypnose thérapeutique. Et puis, d'autre part, j'ai fait des conférences, notamment une conférence internationale en Australie sur le thème guérir par l'hypnose. Alors, en sachant que l'hypnothérapie est une discipline reconnue dans les pays anglo-saxons, contrairement à la France, ce n'est pas reconnu comme une discipline à part entière encore. Et c'est pour ça que, bon, il y a beaucoup de tout et de n'importe quoi dans le domaine de l'hypnose. Et on m'avait invité en Australie. Moi, bon, je connaissais du monde aussi, c'est pas par hasard, puisque j'ai vécu là-bas pendant près de 20 ans, mais on m'avait proposé d'intervenir et faire un speech sur la guérison par l'hypnose ericksonienne. Donc moi, c'était mon principal thème, c'était comment on utilise l'hypnose ericksonienne en vue de permettre à la personne de s'auto-guérir en fait, parce que c'est toujours une question d'auto-guérison, ce n'est pas nous qui guérissons l'autre, c'est la personne qui retrouve les capacités en elle de s'auto-guérir. Et donc, c'était très intéressant parce que c'était une conférence internationale où il y avait beaucoup d'hypnothérapeutes qui venaient de partout, de tous les pays anglo-saxons. Et ça a été fort intéressant de pouvoir participer à cette conférence. J'ai rencontré des gens super intéressants, des venaient d'Inde, ils venaient d'Afrique du Sud, enfin partout dans le monde, et ils avaient tous des trucs super intéressants à proposer dans leur approche de la guérison par l'hypnose. Donc, j'ai écrit des articles sur l'hypnose, j'ai fait des vidéos sur YouTube, où j'explique beaucoup de choses sur l'hypnose. Et j'étais donc formée en Angleterre, en France, au Canada francophone et anglophone, donc à Vancouver Island. Et puis, Canada francophone, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Isabelle David. Elle est excellente formatrice en hypnose ericksonienne et en PNL. Et puis, en France, je me suis formée, on m'a acceptée avec mon background, mon bagage en psychologie, etc. On m'a acceptée dans une formation parce que pour pouvoir être formé en France par des professionnels de santé, ce n'est pas évident si on n'est pas professionnel de santé soi-même. Il faut le savoir. Ils n'acceptent pas de former des non-professionnels de santé. Donc, moi, j'ai été acceptée par Olivier Perrault, qui est le président de l'Association française de Nouvelle Hypnose, qui est un psychologue clinicien et qui est très ouvert à toutes les thérapies holistiques. Donc, il accepte des gens sérieux, évidemment, il n'accepte pas n'importe qui, mais il accepte des gens qui ne sont pas professionnels de santé. Et moi, j'ai fait une formation spécialisée avec lui dans tout ce qui est troubles du comportement alimentaire. Parce que c'est très compliqué avec les maladies comme l'anorexie mentale, la boulimie vomitique, etc. C'est extrêmement compliqué d'accompagner ces gens. Il faut être formé
pas faire n'importe quoi. Parce que l'hypnose n'est pas magique. Il faut savoir guider la personne et utiliser les bons mots et son histoire. Et je vais vous parler de tout ça. Hein. Disons que moi, j'utilise l'hypnose pas comme un outil pour penser une plaie, mais comme une thérapie à part entière en état d'hypnose. Vous voyez ? C'est une psychothérapie à part entière, mais en utilisant l'état d'hypnose qui permet d'aller régler des choses qu'on ne peut pas régler à l'état conscient. Donc on peut faire beaucoup de choses, régler beaucoup de choses en hypnose, parce que je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, pour revenir à vous voyez, je ne vais pas tout vous dire, tout ce que j'ai fait. Enfin, vous voyez, en gros, je me suis spécialisée quand même en hypnothérapie cognitive, hein, tous les comportements, tous les trucs comportementaux, etc. C'est très important d'avoir ces connaissances-là. Et puis, je me suis aussi formée, alors les Anglais, ils sont top dans ce domaine, ça fait 50 ans que c'est reconnu en Angleterre, en Past Life Therapy, qui est en fait travailler en hypnose dans les vies antérieures. Alors, ça peut cligner des yeux certains, mais il faut avoir une ouverture d'esprit. Quand on est thérapeute, il faut être dans l'accueil de toutes les possibilités, parce qu'il y a des gens qui se connectent spontanément à des vies antérieures en état d'hypnose. Donc, il faut savoir comment faire, comment s'y prendre. C'est pas quelque chose il y a un psychiatre, comment il s'appelle, Dr. Weiss, c'est un psychiatre américain qui a écrit des bouquins là-dessus. Et bien sûr, moi, je ne traite pas les personnes qui ont des problèmes d'ordre psychiatrique, c'est pas mon domaine, je connais mes limites, mais ce psychiatre-là, et vous savez qu'aux États-Unis, ils sont formés à la psychothérapie, hein, c'est pas comme en France. En France, c'est un médecin spécialisé dans la maladie mentale ou la dépression, etc. Hein, à moins qu'ils se forment, mais c'est très rare, c'est pas systématique, alors que les psychiatres américains, systématiquement, ils sont formés à la psychothérapie pour accompagner leurs patients qui ont des problèmes d'ordre psychologique, etc. Donc, Dr. Weiss, qui est un psychiatre américain, il a écrit des super bouquins. Weiss, ça s'écrit W-E-I-2-S. Et il a écrit l'histoire d'une personne qui était venue dans son cabinet et qui, pendant 1 an, il l'a accompagnée en psychothérapie et elle avait énormément de phobies. Elle était phobique de tout. Elle ne pouvait pas sortir de chez elle, la foule, et rien n'était réglé, c'est-à-dire rien ne s'améliorait. Donc un jour, il a décidé de lui faire de l'hypnose, une séance d'hypnose, et ce jour-là, elle a contacté une vie antérieure. Et lui, il était ébahi, il ne savait pas comment réagir parce qu'il n'avait jamais vu, il ne savait pas, il n'était pas du tout ouvert à ça en plus, hein, cartésien. Et ça a été une aventure extraordinaire. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, parce que je l'ai rencontré sûrement dans la formation, mais c'est quand même intéressant de savoir. C'est une référence à aller voir ce monsieur, ses bouquins, mais je crois qu'ils ne sont pas traduits en français malheureusement. Mais il a expliqué comment cette femme a guéri en l'aidant en hypnose à contacter 83 vies antérieures. Et il a fait le travail de guérison de toutes ces vies antérieures, parce qu'il faut faire le travail de guérison, sinon ça ne sert à rien. Contacter une vie antérieure pour contacter une vie antérieure, après il y a tout un travail à faire pour amener la personne dans cette vie-là à la guérison, pour guérir toute son énergie, tout ça. Ça va parler à François. Et donc, voilà, pour parler de lui. Et donc, je me suis formée, moi, en Angleterre, parce qu'en Angleterre, il y a vraiment des spécialistes dans ce domaine. Et donc, j'ai fait un diplôme, parce qu'on ne procède pas du tout de la même façon quand on travaille dans les vies antérieures, quand on travaille dans la vie d'aujourd'hui, du présent. Et il ne faut surtout pas lâcher la personne et il ne faut surtout pas lui faire de suggestions. Elle vit les choses et il y a des critères pour savoir si la personne est en train de vivre une vie antérieure ou non. Il y a 15 critères, 17 critères pour savoir si c'est bien une vie antérieure qu'elle est en train de vivre. Donc ça, c'est une spécialisation qui est très importante et je mets en garde de faire attention parce que c'est la grande mode en ce moment en France d'aller voir un hypnothérapeute qui fait, je ne sais pas comment il s'appelle, régression, comment on appelle ça, nouveau, Karine, là, enfin bref, régression, hein, c'est quoi, Karine? Hypnose régressive.
Voilà, hypnose régressive. Si vous voyez ça, ils veulent dire qu'ils vous amènent dans les vies antérieures. Mais il faut avoir affaire à une personne formée, solide, hein, parce que ça peut durer 3 heures, le truc, hein, la séance, même plus. Et il ne faut pas la lâcher, la personne. Hein. On va jusqu'au bout. On n'arrête pas genre, ah, il y a le prochain client qui arrive, excusez-moi, il faut terminer. Non, il faut réserver la journée ou la matinée, en tout cas plusieurs heures pour faire ce travail-là. Donc voilà, c'est juste bon. D'autre part, j'ai fait l'hypnose intégrative, hypnothérapie intégrative. Bon, c'est encore une méthode qui utilise, c'est l'hypnose flash. Ça, c'est très bien pour les dentistes, pour les douleurs. C'est très efficace en cas de, avec les enfants, avec les ados, mais j'utilise jamais cette technique avec les adultes parce que les adultes, ils sont complexes, les adultes, ils sont compliqués et on ne peut pas, parce que c'est assez directif comme hypnose, ça se rapproche un peu de l'hypnose classique, conventionnelle, là, avec le pendule, mais on ne fait pas un pendule, on touche les gens, on leur fait des trucs, machin. Et c'est très efficace. Moi, je l'ai fait avec des ados qui ont des addictions aux jeux, machin, leur machin, là, vous savez, les jeux là, qu'ils utilisent, ou à la vidéo, et ben, génial. Par contre, avec les adultes, ça ne marche pas, j'ai essayé, hein, mais bof. Et puis, ce n'est pas dans mon éthique, moi, d'être directive avec les adultes. Donc là, je vais vous parler principalement de mon approche avec les adultes. Hein. Bien sûr, comme j'ai aussi donné des formations dans les instituts de santé, etc., je trouve là. Ah oui, je disais, j'ai créé deux méthodes. Hein. J'ai oublié, c'est important ça. Avec l'expérience, eh bien, j'ai créé une méthode qui s'appelle transdouleur à lèvres thérapie, qui est une méthode de transmutation de la douleur physique et psychique, mais qui est une formation, qui est vraiment où on va travailler sur les adultes et sur les enfants et on va intégrer plein de choses. C'est très, très complet. J'intègre aussi le dessin, la calligraphie, la respiration, etc. en fonction de qui on accompagne, si c'est les enfants ou les adultes. Les adultes, et c'est notamment des adultes douloureux, comme on dit dans le langage euh, des professionnels de santé, les enfants douloureux, les adultes douloureux. Et l'autre méthode que j'ai créée, c'est pour l'hypnofocusing, c'est-à-dire que vous avez sûrement entendu parler du focusing de Gandelin, qui est un psychothérapeute extraordinaire aux États-Unis. Et j'ai adapté sa méthode en hypnose. Et c'est extraordinaire, comme ça va vite pour des douleurs chroniques, par exemple, qui ne sont pas liées à une problématique particulière dans l'enfance ou quoi, hein, qui est vraiment quelque chose de chronique dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Ben, ça marche très, 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 très bien, cette technique. Donc, évidemment, ça ne s'adapte pas à tout le monde. Hein. Donc, il y a différentes techniques d'hypnose qu'on peut adapter aux uns aux autres. Et moi, je vais vous parler de celle que j'utilise principalement. Donc aussi pour terminer avec mon parcours, hein, comme ça après on n'en parle plus, eh bien c'est intéressant, c'est que j'avais fait une formation auprès des soignants de l'hôpital. On a un hôpital à La Réunion, l'hôpital d'enfants. C'est des enfants douloureux hein, qui sont là à long terme, qui ont des maladies, qui souffrent, etc. Et donc j'avais formé l'équipe qui s'occupait de ces enfants. Ben, bien sûr, il y a une grande équipe, il y avait des psychomotriciens, des infirmiers, médecins, etc., à l'hypnose ericksonienne pour les enfants douloureux. Bien sûr, on ne va pas du tout faire la même chose avec les enfants qu'avec les adultes, parce que les enfants, ils sont très ouverts, ils sont très connectés à leur imaginaire. On n'a pas besoin de faire grand-chose pour les connecter à leur cerveau gestalt, intuitif, créatif et à tout le reste. Donc, ça va très vite avec les enfants. Ce qu'il faut, c'est focaliser leur attention sur quelque chose d'autre, une histoire ou quoi. Ça marche très bien. Par contre, avec les adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que déjà, ils doutent, déjà, ils veulent tout comprendre, souvent, cartésiens. Enfin, pas tout le monde, mais il faut déjà les mettre en confiance. Et c'est mon approche aussi, c'est pour ça que j'utilise, Christophe, il connaît la PNL, des techniques de PNL en hypnose pour pouvoir créer ce lien, cette synchronisation avec l'autre à un niveau non verbal pour que la personne se sente à l'aise. Donc voilà tous les personnes là où j'ai fait des formations et en France, bon, je sais pas, l'hôpital a 2 hôpitaux et puis en général des salariés en reconversion professionnelle, kinés, etc.
les psychologues en libéral. Voilà, maintenant on passe aux erreurs fatales qui font fuir les gens. Je mets entre guillemets fatales, hein, il n'y a pas mort d'homme quand même, mais bon. Alors, ça va sûrement vous parler tout ça. Vous avez peut-être dû, ou vous-même, été dans cette posture de sauveur, hein, ou la posture de supériorité. Hein. Nous sommes des êtres humains. Même avec nos proches, on peut avoir cette posture-là. Hein. D'accord? Là, on est OK. Donc, par contre, quand on est thérapeute, c'est un peu un problème. Hein, parce que le thérapeute sauveur, eh ben, ça lui donne un peu un sentiment de puissance. Et puis, qu'est-ce que ça va générer chez le patient ou le client, sauvé entre guillemets? Eh bien, un sentiment de vulnérabilité. La posture du sauveur, c'est lié à une peur d'échouer car il se sent responsable de la guérison du sujet. Vous n'êtes pas responsable de la guérison du sujet. Il faut bien se mettre ça en tête. Personne n'est responsable de la guérison de la personne qu'on accompagne. Nous sommes responsables du processus, pas du résultat. Très important. Et cette peur d'échouer, eh ben, ça fait douter le patient et puis il se sent dépendant et le thérapeute devient une béquille pour lui. Le manque de confiance ça dénote un manque de confiance chez le thérapeute sauveur dans la résilience du sujet. Il ne croit pas vraiment que le sujet est capable de trouver sa propre solution. Hein. Et puis, ça crée un manque de confiance dans sa propre résilience auprès du sujet. D'autre part, la posture de sauveur, c'est un peu, il est beaucoup dans l'interprétation, hein, le sauveur. Il interprète l'histoire du sujet à sa façon, parce qu'il veut tellement l'aider à s'en sortir, qu'il lui trouve des solutions. Il dit « Ah oui, mais nani, nani ». Et je vous comprends, c'est la phrase qui tue. En tout cas, moi, ça me tue quand on me dit ça. Quand tu viens avec une bouche comme ça, parce que tu es recouverte d'eczéma, purulent sur tout le corps, et on te dit « je vous comprends », oh punaise, je te dis pas que tu as envie de foutre une baffe dans ça, tu n'as pas envie de... Il n'y a rien de pire que dire « je vous comprends » en n'ayant même pas écouté l'histoire de la personne. Hein. D'accord. Alors, le client... pardon, donc ça, il se sent, le patient, le client, il se sent dépossédé de sa propre histoire. Il ne se sent pas écouté, il se sent incompris. Il n'y a rien de pire quand on a une maladie chronique, par exemple, quand on souffre d'une maladie grave. Alors, par contre, la posture de supériorité, ce n'est pas mieux. Parce que le thérapeute, et il y en a beaucoup, moi, je sais mieux que toi, moi, je sais mieux que vous, et ben, ça dénote un air supérieur. Il n'est pas dans l'écoute, il est dans la non-écoute. Et puis, le patient, il se sent dans la seule, incompris. D'autre part, ça dénote un non-respect du vécu du sujet. Et le sujet, lui, se sent bafoué dans ses valeurs et sa souffrance. Alors, j'en parle de ça, c'est par expérience, hein, ce n'est pas un truc que j'ai sorti d'un livre sur le développement personnel. Ça, c'est vraiment basé sur toute mon expérience de ces 15 dernières années dans le domaine de l'accompagnement des personnes et de ce que j'ai vécu moi-même en tant que sujet qui souffre d'une maladie. On croit qu'on ne va jamais guérir. Hein. Et puis, cette posture de supériorité, elle minimise l'histoire du sujet. Il n'y a rien de tel, de pire que quand on sent qu'on ne nous écoute pas et qu'on minimise la gravité de notre histoire. Parce que chaque histoire est unique. Chaque personne réagit différemment. Devant une maladie, et chacun va réagir différemment. Il y en a qui vont s'en sortir rapidement, ils vont rester positifs, et puis il y en a d'autres qui ils vont rentrer dans une profonde dépression. Et c'est important de ne pas minimiser la gravité de l'histoire ou l'histoire du sujet, parce que ça dévalorise la personne, ça donne un sentiment de dévalorisation. L'air de dire « oui, je sais, je connais votre problème, j'ai eu plein de patients qui ont vécu ça ». Il n'y a rien de pire. Chaque patient est unique, unique. Il a son histoire, sa souffrance. Et puis, l'impatience, hein, la posture de supériorité, c'est « ah putain, accouche, dépêche-toi là ». Hein, l'impatience, hein, et il répond à la place du sujet. Il donne les réponses à la place de la personne. Il n'écoute pas.
Alors, c'est vrai qu'il faut recadrer les gens, mais il y a une façon de recadrer, parce que des fois, ils déballent pendant des heures. Là, il faut pouvoir ramener la personne vers l'essentiel. Ça, c'est tout un art. Hein, pas être laissé le… Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Là, je parle de répondre à la place. Oui, oui, alors vous avez vécu. Oui, oui, ça doit, vous vivez ça, et puis répond à la place du sujet. Ça, c'est pas bien du tout. Et puis, ça crée du stress et du désespoir auprès du patient et du sujet. Alors, je continue. Je continue sur les erreurs fatales. Donc, pour résumer, hein, la posture sauveur et celle du supérieur engendre un manque d'écoute et d'intérêt pour le sujet. Le thérapeute ne s'intéresse pas au caractère unique du sujet. Il ne prend pas en compte les valeurs et les priorités dans la vie du sujet. Donc, son accompagnement n'est pas éthique et n'est pas efficace. Il utilise un mauvais questionnement. Il ne connaît pas l'art du questionnement, ce qui engendre davantage de stress, car il interprète l'histoire du sujet selon ses propres filtres, son propre vécu, ses propres expériences personnelles. Attention au transfert. C'est pour ça que, normalement, mais ils ne le font pas trop en France, je ne sais pas, il faut un superviseur, parce que ça peut arriver qu'on fasse un transfert. Et il faut avoir un superviseur à qui parler au cas où ça, dans les moments où ça arrive. Des fois, c'est comme ça, on est humain. Nous restons des humains. Donc, c'est important de faire attention, de ne pas faire de transfert de sa propre histoire sur l'histoire de la personne, du sujet. Alors, il travaille sur les symptômes et non sur les causes profondes. Parce que la maladie cherche à nous guérir. Les symptômes dénotent quelque chose qui ne va pas, soit dans la façon dont nous nous traitons, soit dans la façon dont nous nous alimentons, dont nous vivons notre vie, dans nos relations, etc. Les symptômes sont un signe envoyé par notre inconscient pour nous permettre de prendre conscience que ça ne va pas. Et ça peut aller loin là, jusqu'à la maladie grave, si on ne l'écoute pas. Ces signes. Il y a toujours des signes, des alertes avant. Donc, c'est important d'être à cette écoute-là. Donc, cette posture-là, alors moi, je vous dis, je ne travaille jamais sur les symptômes. Jamais. Ça ne sert absolument à rien. Il faut aller à la cause, à la racine du mal. Parce qu'une fois qu'on a trouvé la cause, la personne conscientise la vraie problématique, les symptômes n'ont plus besoin de se manifester. Bon, ils vont encore continuer, mais ça va être beaucoup moins fort. Parce que c'est une prise de conscience qui est essentielle pour la personne pour guérir, pouvoir guérir. Et cette posture-là aussi, ça dénote qu'il n'écoute pas les réponses, ne reformule pas ce que dit le sujet pour vérifier qu'il a bien compris. Vous savez, c'est très important ça. Et je pense que moi, des fois encore, je fais l'erreur de ne pas systématiquement reformuler ce que me dit la personne. C'est essentiel de faire ça parce qu'on croit avoir compris, mais en fait, on n'a pas compris ce que voulait dire la personne. C'est essentiel de toujours reformuler et de s'assurer qu'on a bien compris ce qu'a dit la personne et pas interpréter à sa place parce qu'on croit qu'on sait, qu'on a l'habitude, etc. Il se focalise sur les résultats et non sur le processus de la séance et de la relation avec le sujet. Donc, il est déjà dans le résultat, donc il n'est pas avec la personne. C'est comme quand vous voulez atteindre un résultat, vous n'êtes pas là, vous êtes déjà là-bas. Donc ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, surtout en hypnose. Et puis, il ne connaît pas ou n'applique pas la synchronisation verbale ou non verbale pour créer une relation de confiance et de respect. Donc, je pourrais après, si vous voulez, vous expliquer un peu ce que c'est pour ceux ou celles qui ne connaissent pas. Si on a le temps, si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer tout à l'heure. Alors, il utilise un langage inadapté. Attention aux mots. On dit que oui, c'est que des mots. Oui, oui, c'est que des mots. Non, non, non. Les mots ont un pouvoir. Les mots ont un pouvoir. Et puis le ton aussi. Le ton, vous savez, le ton inadapté et les paroles déplacées. Le ton, c'est important. Surtout quand on a une tendance à être un peu arrogant. Moi, je suis des fois un peu pushy et tout, mais je fais très attention quand j'accompagne de ne pas aller là-dedans, parce que moi, j'ai un caractère un peu, allez, allez, hop, on y va. Et donc, je fais très attention quand j'accompagne quelqu'un dans mon cabinet. Je me
Donc, je m'observe et bon, c'est tout un travail à faire. Et puis, ça dénote un manque d'authenticité, de plaisir. À mon avis, quand on n'a pas envie, on n'a pas de plaisir d'accompagner quelqu'un, il ne faut pas l'accompagner. Vaut mieux dire non, je suis désolée, je ne peux pas, que de continuer. Voilà, parce que ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Si vous n'avez pas de plaisir à accompagner quelqu'un qui arrive, ok. Donc, manque d'authenticité et de plaisir. Et pour pouvoir aimer ce qu'on fait et apporter d'apporter un processus qui est efficace et qui va apporter du bien-être à la personne qui va pouvoir trouver des solutions, c'est essentiel de prendre plaisir à ce qu'on fait. Hop, ça bloque là. Ah, ça y est. Alors, en résumé, pour bien insister, les 7 erreurs, en résumé, c'est adopter une posture de sauveur, adopter une posture de supériorité, ne pas pratiquer l'écoute active, interpréter à la place de la personne, du sujet et trouver les solutions à sa place, minimiser son histoire, sa souffrance, ne pas se remettre en cause ni tirer des leçons de ses propres erreurs. Il faut tout le temps se remettre en cause en tant qu'accompagnant. Tout le temps. C'est pas se rabaisser. C'est pas se donner des coups de bâton dont je parle. C'est se dire, OK, là, où est-ce que j'ai déconné, qu'est-ce que j'ai, là, il y a un truc qui va pas. Est-ce que j'ai fait un transfert? Est-ce que j'aurais... Et puis, c'est très, très important d'avoir cette capacité à se remettre en cause et à tirer des leçons de ses erreurs. Parce qu'on commet toujours des erreurs, même quand on est expert dans un domaine. On apprend toujours parce que chaque personne est différente en face de vous. Il y a tellement de caractères différents, de personnalités différentes. C'est pas genre, je sais comment faire avec cette personne et je vais faire comme ça avec toutes les personnes qui vont venir dans mon cabinet. Il faut s'adapter à chaque personne. Et puis, se focaliser sur le résultat, c'est pas bon du tout parce qu'en fait, quand vous vous focalisez sur le résultat, vous n'êtes pas avec la personne et on ne peut pas faire ça quand on doit amener la personne en hypnose. Ça la sort de l'hypnose. Il faut être tout le temps avec elle, l'observer. On observe sa respiration, on observe les moindres manifestations de couleur de peau, les larmes qui peuvent couler, tout ça. On est dans l'observation constante de la personne. Alors, comment faire Eh bien voilà, tout simplement, mais pas si simple, c'est avoir une posture empathique, mais pas de sauveur, ce qui n'est pas la même chose. C'est être dans l'écoute, c'est pas être dans je souffre à ta place, c'est pas ça. C'est être sensible à la souffrance de la personne sans le ressentir et prendre et éponger toutes ses émotions. Et c'est tout un art de pouvoir faire ça. C'est pratiquer l'écoute active, c'est-à-dire, on en parlera tout à l'heure si vous ne connaissez pas, c'est pratiquer l'écoute active et la reformulation pour s'assurer qu'on a bien compris ce dont la personne a parlé. C'est se synchroniser de façon verbale ou non verbale, pardon. C'est-à-dire, je vous donne un petit exemple. Si la personne, c'est quelqu'un de très doux, qui parle très doucement, vous n'allez pas parler fort, vous allez adapter le ton. C'est tout un art. Ça ne veut pas dire que vous devenez quelqu'un d'autre. C'est pas ça, c'est pas jouer un rôle, c'est pouvoir s'adapter à la personne parce que quand on parle fort à une personne qui est très douce, ça peut la stresser. Donc, c'est adapter le ton de sa voix à la personne. Ça, c'est une synchronisation verbale. On va aussi capter les mots qu'elle utilise. On va capter si c'est une personne auditive, kinesthésique au langage, on va capter des choses. Par exemple, visuelle. Si elle vous regarde en face tout le temps, elle est visuelle. Ça. Et si elle se tient droite, on sait tout de suite que c'est quelqu'un qui est de mode sensoriel préférentiel visuel. Mais aussi les autres, on a tous les sens. Et on va beaucoup jouer sur la visualisation parce qu'elle visualise facilement. Donc, on capte tout ça pendant l'anamnèse. On commence toujours une séance avec l'anamnèse. L'anamnèse, c'est questionnement avant de faire une séance d'hypnose. Moi, je fais maintenant tout de suite la séance d'hypnose dans la foulée parce que ça fait très longtemps, j'ai de l'expertise dans ce domaine, j'ai beaucoup travaillé,
Mais au début, on est obligé de préparer ces séances, de faire en deux fois, faire l'anamnèse et après on prépare la séance. Parce qu'il va falloir créer des métaphores, enfin bon, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est extrêmement passionnant. C'est passionnant parce qu'on va trouver, avec le langage qu'a utilisé la personne, on va trouver des histoires qui correspondent à son histoire pour l'amener vers des solutions. Mais un choix, on ne lui impose rien, on lui donne un choix dans l'histoire. Et son inconscient va capter ce qui va aider la personne en état d'hypnose. Et son conscient va capter ce que l'hippocampe, je vous expliquerai après, va envoyer au cognitif pour que ça soit quelque chose qui s'intègre dans le cerveau sans que la personne n'en ait conscience. C'est tout un truc scientifique que j'explique aussi pendant la formation, parce que s'il y a des professionnels de santé, c'est important d'avoir des explications scientifiques et claires. Alors, c'est prendre en compte aussi les valeurs et les priorités du sujet. C'est très important de prendre en compte ces valeurs, ces priorités. Moi, j'ai eu affaire une fois, quand comme je me forme et je continue à me former, ça je dis, c'est important quand on est thérapeute, il faut continuer à se former, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, penser qu'on connaît tout, parce que ça n'arrête pas d'évoluer et on apprend énormément des experts, hein, c'est important de toujours se former. Et une fois dans une formation en hypnose, on a fait de la pratique hein, en groupe, à 2 ou 3, on pratiquait entre nous, et il y a une personne qui voulait absolument que j'adhère à ses valeurs. C'est-à-dire, elle me dit, mais alors, mais la famille, c'est important, il faut… mais moi, je m'en fous. Moi, ce n'est pas ma priorité, la famille. Moi, j'ai des valeurs bien plus importantes que la famille. Ce n'est pas parce que la société nous impose ce genre de valeurs qu'on est obligé de les suivre. Moi, j'ai mes valeurs, ce n'est pas la famille. J'ai d'autres valeurs bien plus importantes et qui m'animent. Les valeurs, c'est ce qui nous guide dans nos choix. Hein. C'est très important de connaître ces valeurs et de connaître les valeurs de la personne qu'on accompagne. Et souvent, les gens ne savent pas quelles sont leurs valeurs. Donc, il y a tout ce questionnement qui est mis en place au début, avant de faire une séance d'hypnose. On ne fait pas genre, ah, tu as un bobo là, allez hop, je te mets en hypnose et hop. Non, ce n'est pas ça du tout dont je parle. Hein. Même si ça peut donner cette impression-là dans l'hypnose de spectacle, hein, ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, c'est dangereux l'hypnose de spectacle. Mais ils choisissent les gens à l'avance, ils savent que ce sont des gens qui sont très, comment dire, influençables. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. C'est une idée fausse de penser que tout le monde n'est pas réceptif. Tout le monde est réceptif puisque c'est un état naturel de l'être humain. Nous sommes plusieurs fois en état d'hypnose dans la journée, sans savoir. J'en parlerai tout à l'heure. Et c'est cet état-là qu'on va utiliser pour faire un travail profond qui va permettre à la personne de régler des choses à un niveau inconscient aussi, dont on n'a même pas conscience. Hein. Donc, j'en étais où? Oui, c'est aussi focaliser sur le processus, comme je vous disais avant, et la relation de confiance à établir. Parce que surtout en hypnose, en hypnothérapie, c'est essentiel d'établir une relation de confiance. On ne peut pas faire d'hypnose avec quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. Ce n'est pas possible. Vous n'arriverez pas à l'amener dans un état d'hypnose. Hein? Donc, alors, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire accompagner par l'éthique? Bien, c'est respecter le libre arbitre de chacun. C'est autonomiser le sujet. C'est-à-dire que le sujet, il devient son propre, il devient acteur de sa guérison. D'accord? C'est pas le thérapeute qui le guérit, c'est le thérapeute qui l'aide à trouver, à se connecter à ses potentiels extraordinaires pour trouver la meilleure solution qui va l'aider à guérir. Mais ce n'est pas le thérapeute qui guérit. Alors moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Hein, parce que je vois plein de trucs là, des gens qui se prennent pour Dieu, c'est très dangereux. Il faut rester les pieds sur terre. C'est rebooster sa confiance en l'aidant à accéder à ses potentiels. C'est lui redonner l'espoir de guérir, de s'en sortir grâce à lui-même. C'est très important de retrouver le pouvoir, de redevenir acteur de sa vie. C'est permettre au sujet de se valoriser à ses propres yeux, de se sentir légitime et épanoui en tant que
thérapeute, ça, c'est ce que ça va vous apporter. En vous sentir légitime et épanoui en tant que thérapeute. Et inspirer confiance et attirer plus de clients. Ça, je vous l'assure, quand vous avez une réputation de thérapeute éthique ou de hypnothérapeute éthique, le bouche à oreille, ça fonctionne hein, très vite. Parce qu'il y aura des résultats. Mais ce n'est pas vous qui les obtenez, les résultats. Vous permettez à la personne d'obtenir ces résultats. C'est la grande nuance. Hein. Alors, les 5 clés essentielles pour accompagner par l'éthique et obtenir des résultats optimums. Il s'agit donc, on résume, adopter une posture éthique qui vise à autonomiser, à accueillir dans l'écoute, la confiance, la coopération, respecter le rythme d'évolution du sujet, se focaliser sur le processus. Il y a des personnes qui ont besoin de temps pour intégrer les choses. On ne va pas précipiter les choses. Il faut vraiment bien connaître la personne qu'on accompagne, avoir compris son fonctionnement. C'est aussi se remettre en question en tant que thérapeute, rester en position d'humilité. Enfin, ce que j'entends par humilité, c'est le contraire de la posture du supérieur, hein, et surtout pas être dans une posture de sauveur. Reconnaître vos erreurs et vos propres limites, ne jamais accompagner quelqu'un que vous sentez que vous ne pouvez pas l'accompagner ou que vous ne vous sentez pas capable d'accompagner. Croire en vous et en votre pratique. Écoutez votre intuition, restez authentique. Dans l'éthique, bien sûr. Pas trop. Vous-même, quand même, il faut se canaliser son énergie quand on est très énergique. Mais rester authentique dans sa personnalité à soi. Ce n'est pas jouer un rôle de thérapeute, il n'y a rien de pire. D'avoir en face quelqu'un qui joue un rôle. Vous voyez ce que je veux dire? On verra tout à l'heure. Faire confiance au pouvoir d'auto-guérison qui sont en chacun de nous. Alors, on verra ces petits exercices tout à l'heure, après que j'ai expliqué un peu ce qu'est l'hypnose, si ça vous intéresse, hein, je ne vais pas vous obliger à quoi que ce soit. Donc, on parlera de... Vous me le rappelez tout à l'heure, hein, au cas où j'oublierai, d'accord? Parce que, en avançant. Alors, moi, ce que j'aimerais vous demander, vous pouvez me répondre dans le chat, comme ça j'aurai des... Bon, vous m'avez déjà dit ceux qui étaient là, mais il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps. Est-ce que vous êtes formé à l'hypnose et à quelle hypnose? Est-ce que c'est ericksonienne, nouvelle hypnose, hypnose humaniste, hypnose spirituelle, hypnose dans les vies antérieures? Et combien d'heures de formation vous avez effectué? Ça peut être aussi auto-hypnose, hein, parce qu'Elena, elle est formée, elle a fait un stage d'auto-hypnose. Combien d'heures tu as fait, Elena, en auto-hypnose? Est-ce que vous êtes formé à la PNL, la programmation neurolinguistique? Alors, à quel niveau? Vous savez, ils font plein de niveaux, mais on n'a pas besoin de faire tous ces niveaux hein, pour faire de la bonne PNL. Mais bref, niveau technicien, niveau praticien, niveau maître praticien, niveau enseignant. Mettez-moi dans le chat. Hypnose, non. Si vous êtes formé en hypnose, dites-moi quelle hypnose et combien d'heures. Si vous êtes formé à la PNL, dites-moi à quel niveau de PNL vous êtes allé. Ok. Donc, je vous laisse répondre dans le chat. Alors, comment devenir professionnel expert en hypnose thérapeutique et obtenir des résultats optimums? Alors, ce n'est pas vous qui les obtenez, hein. C'est votre patient. Je répète, hein, j'aurais dû mettre et faire en sorte que votre patient obtienne des résultats maximum et optimum. C'était trop long. Alors, on répète, hein, bon, on l'a déjà dit, je ne vais pas le répéter, mais ceux qui viennent d'arriver, je le répète, en adoptant une posture éthique, en pratiquant l'écoute active, la synchronisation verbale, non verbale, l'art du questionnement, des éléments essentiels que j'intègre toujours dans mon approche en hypnose thérapeutique pour permettre aux patients d'obtenir des résultats optimums et durables. Car sans posture éthique, sans établir un rapport de confiance, sans écoute respectueuse, sans respect de la différence et du caractère unique du sujet, il sera difficile pour le sujet de se sentir compris, de se sentir à l'aise, de se sentir libre de s'exprimer, et il sera compliqué pour le praticien d'être aidant et efficace, d'amener le sujet en état d'hypnose et de prendre plaisir à accompagner la personne et lui permettre d'obtenir des résultats optimums et durables.
Alors, à quoi ça sert l'hypnose? Je vais faire très court parce que c'est énorme ce que ça peut apporter comme chose, l'hypnose, si on le pratique de façon éthique. Si on la pratique de façon éthique. Moi, je parle d'hypnose thérapeutique, hein, je ne parle pas d'hypnose conventionnelle, hypnose de spectacle. Hypnose thérapeutique qui englobe toutes les thérapies, toutes les hypnoses respectueuses de la personne que j'ai listées tout à l'heure en début de ma présentation. Hein, hypnose humaniste, hypnose, bon, il y a toutes sortes de façons de procéder. L'hypnose ericksonienne, c'est le père de l'hypnose, c'est grâce à Milton Erickson qui a redonné les lettres de noblesse à l'hypnose. Hein. Donc, allez, si vous ne connaissez pas Milton Erickson, allez vous renseigner. C'est le père de l'hypnose et moi, je respecte ceux qui sont à la source des méthodes qui marchent et que tous les autres s'approprient après, en disant pas que c'est de l'hypnose ericksonienne. Moi, j'utilise l'hypnose ericksonienne principalement, mais surtout avec la technique d'Ernest Rossi, qui est un proche collaborateur de Milton Erickson pendant ses 8 dernières années de vie, et à qui l'on doit tous les écrits sur la façon de procéder de Milton Erickson. Tous les bouquins, c'est grâce à lui qu'ils existent. Et Ma voix vous accompagne, c'est un best-seller écrit. C'est grâce à Ernest Rossi que ce bouquin existe. Donc, moi, j'ai eu la chance et le privilège d'être en communication avec Ernest Rossi, qui est décédé en 2019, malheureusement. Un homme d'une générosité, pas du tout posture supérieure, qui m'a transmis plein d'articles super intéressants en anglais. Quand je lui avais demandé l'autorisation d'utiliser certains de ces données scientifiques lors de mes formations professionnelles, il m'a donné l'autorisation écrite d'utiliser ces écrits. Hein. Donc, j'ai une autorisation de Ernest Rossi écrite pour que j'utilise son approche et ses données scientifiques dans la formation qui est la deuxième partie, qui est vraiment spécialisation. Hein. Voilà. Et c'est grâce à cette méthode que j'ai guéri de mon eczéma chronique, en utilisant la méthode de Ernest Rossi que j'enseigne dans la formation. Voilà. Donc, en quoi l'hypnose est-elle utile? Quels sont les bienfaits? Quelles sont les différences entre l'état de transe, de relaxation et de sommeil? Alors déjà, ce que permet l'hypnose, pour faire court, on va dire que quand vous êtes déconnecté à votre inconscient, par exemple, quand vous êtes en hyperstress, quand vous êtes déprimé, dépression, quand vous êtes très malade, on est déconnecté, on est tellement quand on est dans la douleur, on est tellement dans la douleur qu'il n'y a plus que ça, on est plus que la douleur. Hein. On est totalement déconnecté de notre inconscient. Et l'inconscient, en hypnose ericksonienne, hein, je parle d'hypnose ericksonienne, l'inconscient, c'est la bibliothèque de toutes nos ressources, de toutes les choses qu'on a apprises, de toutes les choses qu'on est capable à faire. C'est aussi toutes les capacités qui sont orchestrées par notre inconscient, qui nous maintient en vie à chaque instant sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas notre cerveau mental, cognitif, qui nous maintient en vie. Hein. Toutes ces opérations extrêmement complexes de notre corps humain pour nous maintenir en vie, c'est notre inconscient qui les active. Très important de le savoir. Et donc, les personnes qui sont dans un état très mal psychiquement, ils sont complètement déconnectés de leur inconscient et de leur capacité innée. Hein. Et donc, l'état d'hypnose, le travail fait en hypnose, mais déjà l'état d'hypnose en auto-hypnose, ça permet d'avoir accès, ça permet de faire cette connexion entre le conscient et l'inconscient, d'avoir accès aux ressources de notre inconscient. Vous voyez dans l'image. Voilà. Parce que c'est un état dans lequel les préjugés et les distractions habituelles de la conscience sont minimisés. Notre mental est beaucoup moins présent. Il est toujours là, mais beaucoup moins présent. Et à ce moment-là, l'apprentissage peut donc avoir lieu de façon plus efficace. C'est-à-dire que
Notre inconscient, moi je sollicite l'inconscient, je ne sollicite pas la personne, je ne sollicite pas son mental, je sollicite son inconscient, c'est toujours à son inconscient que je m'adresse quand je fais une séance d'hypnose, même si elle ne le sait pas, hein, la personne. Je m'adresse à son inconscient pour qu'il aille explorer uniquement ce qui est bénéfique et utile pour régler le problème. Et c'est ce qu'il fait. C'est un protocole de sécurité que je mets en place à chaque séance. De n'aller explorer que ce qui est bénéfique et utile pour la personne. Parce que l'inconscient, il a tout. Il a la mémoire de tous les millièmes de secondes de votre vie. Des choses dont vous ne vous souvenez pas, ou vous croyez ne pas vous souvenir. Ce n'est pas dans votre cerveau que ça se trouve. C'est une énergie. Sinon, votre cerveau, il exploserait. Hein. Avec tous les milliers d'expériences, vous imaginez où est-ce qu'on... C'est une énergie. Et il a aussi la mémoire parce de toutes vos vies antérieures. Hein. D'accord? Enfin, il peut se connecter. Il n'est pas forcément connecté à ça, mais il peut se connecter à ça. D'où le fait que des fois, les personnes contactent une vie antérieure spontanément. Parce que c'est nécessaire. Parce que le protocole a été mis en place uniquement là où c'est bénéfique et nécessaire pour aider la personne. Très important. Comme ça, on ne prend pas de risque. Il n'y a pas de risque. Moi, je fais une confiance absolue à l'inconscient. À votre inconscient, à mon inconscient. Alors, l'inconscient, on dit le subconscient, etc. Il y a plein... Bon, on ne va pas s'embêter dans les... Hein, dans les, comment dire, les définitions. Pour Milton Erickson, l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. Voilà. Ça, c'est clair, c'est pas compliqué. Et hop, j'admets quelqu'un. OK. Donc, je vais vous parler maintenant des ondes. Vous êtes sûrement au courant pour ceux qui font la méditation et tout ça. On parle d'ondes. Les ondes bêta, c'est déjà quand on est conscient. Là, vous êtes en train de m'écouter. Vous êtes peut-être dans la prochaine onde parce que, à force d'écouter quelqu'un, on décroche un peu. Donc, on va un peu en un léger état d'hypnose. Mais là, au début de la conférence, ce n'était pas le cas. Donc, c'est les ondes bêta qui sont entre 14 et 32 Hertz qui sont produites. Pouvez-vous éteindre votre micro, s'il vous plaît, la personne qui vient d'arriver? Donc, elles sont produites par le cerveau mental et le processus de la pensée consciente. Et c'est le type d'ondes les plus communes. Hein. Donc, ça permet le processus de concentration, la logique, le raisonnement, l'état de vigilance et de réflexion critique. Maintenant, quand ces effets, quand on est trop là-dedans, hein, quand les ondes bêta sont plus présentes que d'autres ondes, sont tout le temps là, c'est des effets de niveau trop élevé d'ondes bêta, ça va créer du stress, de l'anxiété, des pensées dispersées, de l'insomnie, la dépression nerveuse dans les cas extrêmes. Oups, j'ai sauté. Les deuxièmes ondes, deuxième type d'onde, c'est alpha, qui se situe entre 7 et 14 Hertz. Et elles se produisent pendant un état de conscience relâché et détendu, de rêvasserie. Les effets de cet état stimulent la mémoire et accélèrent le processus d'apprentissage, une meilleure concentration, état de méditation légère, et ça a des effets bénéfiques sur la santé. Donc, quand on fait de l'auto-hypnose, par exemple, il suffit d'être dans cet état pour avoir des effets salutaires sur notre état de santé. D'accord ? On n'a pas besoin d'être en hypnose profonde pour que ça marche. Et c'est pour ça que je conseille aux gens qui surchargent, surmènent leur cerveau, quand ils n'arrivent plus à se concentrer, c'est faire une pause. Et si vous faites une pause à ce moment-là, vous êtes tout de suite en état d'auto-hypnose, dans cet état-là ou même le suivant. Et ça permet d'équilibrer toute la physiologie du corps, tout le système nerveux et tout le reste. Donc, c'est extrêmement ressourçant. Et après ça, vous pouvez repartir et vous concentrer à nouveau. Si vous faites 5-10 minutes, pause, on ne fait rien, on se laisse ressentir les choses. Et c'est très facile de faire des techniques d'auto-hypnose quand on est dans cet état-là. Et dans le suivant, encore plus.
les ondes θ qui se situent entre 3,5 et 7 Hertz, qui sont produites par le subconscient ou l'inconscient, présentes pendant les rêves à l'état de sommeil, pendant la phase REM, Rapid Eye Movement, vous savez, quand les yeux font ça, droite, gauche, gauche, droite, quand on a les yeux fermés. Et les effets sont une méditation profonde et connexion spirituelle au sens large du terme. La créativité est boostée. C'est les moments d'eureka. Et ça se produit souvent en hypnose thérapeutique quand j'accompagne les gens. Mais on n'en est pas consciemment, mais je le vois sur le visage qu'il y a un moment eureka. Il y a quelque chose qui a eu un déclic. Et puis, ça permet de mieux retenir les apprentissages. Ça permet également une profonde guérison du corps et de l'esprit, et c'est la clé de la méditation et de l'avancée spirituelle. Et la dernière onde, ça je vais vous en parler, parce que ça arrive quelquefois dans mon cabinet que les gens soient dans ces ondes-là. Et elles sont produites par l'inconscient pendant la phase de sommeil dépourvu de rêve, mais ça peut aussi se produire pendant une séance d'hypnose thérapeutique. Ok ? Donc, quand on est dans cet état, la personne est dans cet état, moi, je vois tout de suite. C'est comme si elle était morte. C'est impressionnant. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui se passe. La respiration est à peine perceptible et elle est en hypnose profonde, en état de transe profonde. On parle d'hypnose, pas de transe quand on saute dans tous les sens. Elle est en hypnose profonde et elle est dépourvue de sensations physiques. Elle a l'impression qu'elle dort, mais elle ne dort pas. Donc les gens me disent « Oh là là, j'ai dormi. » Non, ils ne dorment pas, mais ils perdent conscience de leur corps. D'accord ? Et comme effet, ça accroît l'intuition et la conscience psychique qui permet d'accéder à des informations inaccessibles en état conscient. C'est la porte d'entrée à l'inconscient et à l'inconscient collectif, à l'esprit universel et à la dimension cosmique. Alors moi, quand la personne elle est dans cet état, je ne dis plus rien. Parce que, comme je vous le disais au début, quand on travaille dans les vies antérieures, ce que je fais rarement, parce que ça ne sert à rien de travailler dans les vies antérieures, à moins que le problème ne se règle pas dans le présent, à mon avis. Eh bien, comme je vous disais avant, quand on accompagne quelqu'un dans une vie antérieure, et si elle contacte une vie antérieure, on ne le sait pas, à ce moment-là, elle peut contacter une vie antérieure. Et pour ça, moi, je ne dis plus rien. Parce que quand on travaille dans la vie antérieure, il ne faut jamais influencer la personne. Il faut lui parler, il faut qu'il y ait un dialogue qui s'établisse, qu'on sache où elle en est. On ne fait jamais de suggestions. Voilà, donc moi, je ne dis plus rien, j'attends que elle sort de cet état. En général, c'est lié aussi au rythme ultradien dont je parlerai tout à l'heure, qu'elle sorte de cet état et à ce moment-là, je recommence à parler. C'est très important parce que cet état peut durer jusqu'à 20 minutes. Et il ne faut pas couper la personne quand elle est dans cet état. Il ne faut pas la sortir de cet état-là. C'est très important. Parce qu'il se passe des choses, elle est en train de régler des choses ça va loin, et ça se règle quand elle est en état d'hypnose, elle n'en a pas conscience. Ok, alors, le rythme ultradien, donc je vais aller rapidement maintenant. Le rythme, c'est un rythme biologique. Vous connaissez tous le rythme circadien, je suppose. Bon, je vous expliquerai tout à l'heure si vous ne savez pas, mais c'est le rythme de 24 heures, toutes les 2 heures, il y a un cycle. Et ça, c'est le rythme de la nature et des êtres humains et des animaux. C'est le rythme naturel, le rythme circadien. Mais le rythme ultradien, c'est autre chose. C'est un rythme biologique qui se présente avec une fréquence supérieure au rythme circadien. En général, c'est toutes les 90 minutes à 110 minutes. C'est-à-dire que durant l'éveil, le niveau de conscience fluctue selon ces cycles naturels d'environ 90 minutes. Et ils sont appelés les cycles ultradiens, c'est le fameux coup de barre, vous savez. Vous entrez dans cette phase. Quand je vous disais, faites une pause, quand vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous comprenez plus ce que vous lisez, votre cerveau, votre inconscient, votre cerveau cognitif a besoin d'une pause pour se ressourcer. D'accord ? Et ça, il entre dans ce rythme ultradien d'auto-hypnose, en fait. Vous êtes dans un état d'auto-hypnose. Mais vous ne le savez pas.
C'est-à-dire que vous êtes connecté à votre inconscient. Et votre cognitif, il est déconnecté plus, il est moins présent, en fait. Donc, ça, ces rythmes ultradiens, ils ont pour fonction de permettre de se ressourcer physiquement et mentalement et de rétablir une unité entre le corps et l'esprit. Donc, écoutez votre cerveau. C'est très important, hein, de faire des pauses toutes les 90 minutes à 110 minutes. Votre cerveau, il ne peut plus. Il se concentre, il a cette capacité de concentration, le cerveau cognitif, hein, il ne peut pas au-delà de ça et vous le surmenez. Alors, bon, je ne vais pas vous expliquer ça sur scientifique, mais c'est quelque chose que j'explique dans la formation de niveau spécialisation. Parce que qu'est-ce qui se passe quand même rapidement expliqué? Là, en bas, l'hippocampe, c'est une petite glande qu'on a dans le cerveau qui est l'élève rapide, qui capte, qui enregistre tout ce qui se passe dans votre journée. Tout ce qui se passe dans votre journée, elle l'enregistre et après, pendant la nuit, elle va renvoyer au cognitif toutes ces nouvelles informations. Toutes les nouvelles informations, hein, pas les anciennes informations. Les nouvelles informations qu'elle va, vous voyez les flèches, qu'elle va envoyer à toutes les zones du cortex. Visuel, sensoriel, kinesthésique, sensoriel et préfrontal du cortex, le cortex préfrontal. Et ça, c'est une donnée scientifique, hein, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est donc dans les travaux dont parle Ernest aussi. Et ça fait partie justement des choses qu'il m'a autorisé à diffuser dans les conférences et dans les formations professionnelles. Et ça, justement, c'est pourquoi je vous en parle quand même, c'est pour savoir que notre cerveau cognitif, il intègre les choses par répétition. Et lui, l'hippocampe, c'est juste temporairement les nouvelles informations qu'il stocke ici avant et qu'il envoie au cortex jusqu'à qu'il les ait intégrées et après, elles ne sont plus là. Et ils ont démontré aussi, les scientifiques, ceux qui ont fait des expérimentations, que les infos qui ont été répétées et envoyées au cortex, elles restent et on peut vivre sans un hippocampe. Alors, bon, c'est-à-dire que les souvenirs, les infos qui ont été intégrées dans le cerveau, dans le cortex, elles restent. C'est juste un stockage temporaire, l'hippocampe, de tout ce qui est nouveau. Et il le fait intégrer dans le cognitif. C'est pour ça qu'on dit des fois qu'il faut mettre un audio sous son oreiller pour apprendre des langues étrangères. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Notre cognitif, quand il est endormi ou en hypnose, il apprend beaucoup mieux. Il apprend beaucoup plus vite parce qu'il n'essaie pas de comprendre. Vous comprenez? C'est pour ça que l'hypnose est aussi efficace aussi. Le travail thérapeutique qu'on peut faire en hypnose est aussi efficace parce que la personne, elle est dans cet état d'hypnose et de réception. Alors, maintenant, j'en viens au programme pour voir s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par le programme que je propose, qui va démarrer en juin. Donc, ça va vous intéresser si vous voulez devenir un hypnothérapeute expert dans l'accompagnement éthique et ainsi faire obtenir à votre patient, à vos clients, des résultats optimums et durables suite aux séances que vous ferez avec vos patients et clients. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas vous qui apportez les résultats, c'est le travail que vous permettez, le processus que vous suivez, que vous permettez de vivre à votre patient ou client qui va obtenir des résultats. D'accord? Donc, c'est important de le savoir. Ça va vous intéresser si vous souhaitez aider les gens qui souffrent à se libérer de leur blocage inconscient et vivre plus heureux. Si vous souhaitez soulager la souffrance des gens malades et les aider à trouver un sens à leur maladie pour s'en sortir. Parce que ça, c'est la spécialisation où je vous apprends comment travailler avec la maladie cherche à me guérir. Basé sur des données scientifiques et beaucoup de travaux qui ont été faits à ce sujet.
Si vous souhaitez vous épanouir dans votre travail en transformant la vie des gens, si vous souhaitez vous sentir légitime et utile dans l'aide que vous apportez aux autres, inspirer confiance et attirer plus de clients et de patients, et conduire des séances d'hypnothérapie aussi efficaces en ligne qu'en cabinet, parce que j'apprends ça dans la formation, comment accompagner en ligne de façon aussi efficace. Et là, on travaillera beaucoup la voix, le langage, les métaphores, etc. Si vous voulez pouvoir aider efficacement des personnes comme Héloïse à se libérer de leur addiction au sucre, par exemple, et retrouver confiance en elle, voilà son témoignage que je vous laisse le soin de lire. Hein. Donc, c'était extraordinaire quand même parce qu'elle m'a envoyé ce témoignage, oups, 1 an plus tard. Donc, moi, je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Elle était de passage, elle a fait une séance avec moi, puis elle était repartie. Et donc, voilà les résultats que ça a apporté. Elle osait, bon, à l'époque, quand on s'est vu, elle n'osait pas changer les choses qui allaient mal autour d'elle, son lieu de travail, sa colocation. Et elle m'a envoyé ce message pour me remercier parce qu'elle n'est plus obsédée par la nourriture. 7 kilos se sont enfuis en 1 an, hein, d'accord? Ce n'est pas magique après la séance. Hein. C'est tout ce qui a continué à travailler parce que en hypnose thérapeutique, telle que je la pratique, on n'attend pas forcément des résultats immédiats, mais progressifs. Et c'est enfin, de la part de la personne, hein, qu'elle obtienne des résultats progressifs ou immédiats selon la personnalité de chacun. Mais elle, ça a été petit à petit. Parce que la séance, on l'avait travaillé en profondeur, on était allé à la source du problème. Comme je vous dis, je ne travaille jamais les symptômes, mais la racine du mal. Et ça continue à travailler à un niveau inconscient pendant 1 an. Et petit à petit, eh bien, elle a perdu ses 7 kilos, elle a changé tout ce qui n'allait pas, elle travaille, elle s'est mise avec des amis, elle a pris son appart, et bon, elle a été transformée en une seule séance. Ça peut arriver, mais je ne fais pas miroiter ça. Il n'y a pas de baguette magique. Hein. Ça dépend des gens. Okay, c'est très important. Il peut y avoir des changements extraordinaires, mais ça lui a mis 1 an. Hein. Donc, c'est au bout d'1 an qu'elle s'est rendue compte de tout ça. Punaise! Waouh! Hein. Donc, voilà. Là, si vous voulez pouvoir aider des personnes comme Béatrice à se libérer de ces terreurs nocturnes et enfin pouvoir aller se coucher sans aucune appréhension, alors c'est aussi Béatrice qui m'avait envoyé ce message. C'était aussi plus tard. Hein. Je ne pense pas que vous vous souveniez de moi. Je suis venue vous voir juste une fois, encore un cas de une fois. Mi-juin pour des terreurs, ça fait longtemps, il y a plusieurs années ça, hein, pour des terreurs nocturnes, kiné de 28 ans, et avait promis de vous tenir au courant. J'ai quitté la Réunion depuis. Alors voilà, ça va beaucoup mieux. Je dirais même que ça y est, vous m'avez aidé à me débloquer. En 4 mois, je n'ai fait qu'une seule petite crise au mois d'août qui pourrait s'apparenter plus à un simple cauchemar, même si mon corps reste actif. Bref, ça va beaucoup mieux. Je vous remercie sincèrement et mon compagnon aussi, parce qu'il ne dormait pas à cause de ces cauchemars, lui non plus. Et je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée. Voilà. Alors, merci Béatrice pour ce beau témoignage. Et dernier témoignage, juste pour vous donner un peu une idée de ce qui peut se produire. Si vous voulez aider des gens, des personnes comme Brigitte à se libérer de phobies qui leur pourrissent la vie et les empêchent de... Alors, elle, c'était son cas. Elle avait 2 phobies. Elle avait une phobie de l'avion et une phobie des ascenseurs. Imaginez, les voyages, c'était la galère. Elle prenait des anxiolytiques, elle était en sueur pendant tout le voyage. Et en plus, elle convoitait un poste. On lui avait proposé plusieurs fois de la monter dans sa hiérarchie, dans un poste qui la passionnait, et elle refusait à cause de l'ascenseur. Vous vous rendez compte? Donc, elle a envoyé ce témoignage. Par contre, on avait fait 3 séances. Hein. Là, on avait fait 3 séances. Et ça, c'était après les 3 séances qu'elle m'a envoyé ce témoignage. Donc, je suis de retour de mes vacances en Thaïlande et je tiens à vous remercier de tout mon cœur. Mon voyage s'est très bien passé. L'avion, plus de soucis. Les ascenseurs, encore moins. Donc, vraiment, je vous remercie pour votre accompagnement. Vous avez changé mon quotidien de façon extraordinaire. Là, elle faisait allusion à son travail, en fait, parce qu'elle m'a appelé plus tard pour me dire qu'elle avait accepté le poste.
et je recommence à vivre normalement sans cette phobie. Donc là, elle parlait juste de la phobie, en fait, de l'avion. Voilà, donc, elle a accepté aussi que je mette son nom, vous voyez, parce que en général, je ne mets pas les noms par souci de confidentialité, mais comme elle a accepté, c'est pour ça qu'il y a son nom. Voilà, il n'y a pas son nom de famille. Mais comme la Réunion, on connaît beaucoup de gens, alors voilà, je vais vous parler maintenant du contenu. Je vais enlever ce truc, ça me gêne. Attendez, je vais juste enlever le truc là. Voilà. Alors, il y a 2 niveaux de formation professionnelle que je propose en hypnose thérapeutique et accompagnement éthique. Donc, pour ceux qui ne sont pas formés en hypnose, c'est le niveau praticien professionnel qui est sur 50 heures en masterclass sur Zoom, en atelier pratico-pratique. On fait pratique, pratique, pratique. Ça sera 10 ateliers en 5-8, je vous donnerai les dates tout à l'heure, c'est 10 ateliers intensifs de 5 heures, donc 50 heures au total. Et dans cette formation, il y aura toutes les techniques de base d'hypnose érectionnelle et de nouvelle hypnose, les techniques de gestion de la douleur, du stress, de l'anxiété. La spécialisation, c'est 50 heures aussi, qui sera à la suite, plus tard dans l'année, 10 ateliers intensifs de 5 heures. Et là, on va vraiment... Le programme, c'est vraiment l'hypnose et thérapeutique ericksonienne et psychobiologie de la guérison selon la méthode de Ernest Rossi dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est pour se spécialiser dans le traitement des maladies psychosomatiques, les addictions, les phobies et les troubles du comportement alimentaire. Alors, pour le programme de niveau praticien professionnel, vous n'avez pas besoin de prérequis. Dans le programme, il y aura les applications de traitement, les bienfaits et contre-indications de l'hypnose. Parce qu'il y a des contre-indications, on en parlera si vous souhaitez savoir tout à l'heure. L'hypnose, pourquoi et comment ça marche, les techniques de mise en transe hypnotique en hypnose ericksonienne, la respiration, focalisation, enfin c'est toutes des techniques ericksoniennes pour amener la personne à un état d'hypnose. Comment observer les signes et utiliser les signes idéomoteurs, la double dissociation, les techniques d'auto-hypnose pour mieux accompagner, parce que si on a le temps et si vous voulez, on fera un exercice d'auto-hypnose. Comment se mettre en état d'auto-hypnose en se synchronisant à la respiration de la personne qu'on accompagne. Et quand on est en hypnose, en légère hypnose en tant que thérapeute, eh bien, on est beaucoup plus efficace dans son accompagnement parce que on est connecté à notre propre inconscient, on est connecté à l'inconscient de la personne et on est beaucoup plus à l'écoute et ici et maintenant. Je vous enseigne aussi des techniques de gestion de douleur, de la douleur, du stress et de l'anxiété. Et la prise en compte, ça c'est du jargon de PNL, programmation neurolinguistique et hypnose ericksonienne. Le VACOG, ce sont les modes sensoriels préférentiels du sujet. Je vous apprendrai aussi ce que c'est que la position basse. Alors, ce n'est pas la position d'humilité, je vous expliquerai ce que c'est que la position basse et l'écoute active. On le pratiquera bien sûr, tout ça c'est pratico-pratique. Et puis, l'anamnèse selon la méthode que j'ai mise au point depuis 12 ans, qui est un questionnement spécifique pour accompagner par l'éthique et permettre à la personne qu'on accompagne d'obtenir des résultats optimums. Les protocoles de sécurité à mettre en place à chaque séance. Comment amener la personne dans un état ressource pour qu'elle puisse aller dans cet état ressource en cas de besoin. Le score, qui est une méthode de base au début, quand on n'est pas encore spécialisé dans l'hypnose thérapeutique, on utilise cette méthode simplifiée de score qui est symptôme, cause, objectif, ressource, état désiré. Et aussi, je vous inclurai l'intention positive parce que derrière tout comportement, il y a une intention positive ou un gain secondaire dont on n'a pas forcément conscience. Et on aide la personne à trouver ce que c'est. Comment accompagner par l'éthique, c'est-à-dire le langage, la prise en compte des valeurs, des priorités, des croyances du sujet et l'art de questionner. Je vous enseignerai aussi les techniques de base de PNL. C'est toujours inclus dans mon accompagnement, quel qu'il soit. J'intègre les techniques de PNL, de programmation neurolinguistique qui sont respectueuses de la personne, contrairement à ce que certains véhiculent,
parce que les gens qui ne connaissent pas la programmation neurolinguistique pensent que ce sont des techniques de manipulation, alors que pour votre connaissance, sachez que la PNL, ça a commencé à l'école de Palo Alto aux États-Unis, en Californie. C'est les PNListes, ceux qui ont créé la PNL, c'est des Gandler et machin, je ne sais plus comment il s'appelle, Bandler, bref, j'oublie toujours leur nom. En tout cas, c'est des mathématiciens et ils sont allés observer toutes les thérapies qu'utilisait l'école de Palo Alto et la PNL est basée sur ces thérapies. C'est pour ça que c'est extrêmement riche. Sur la thérapie systémique, sur la psychogénéalogie, tous ces trucs-là, d'experts que ces experts pratiquaient à l'école de Palo Alto et formaient des professionnels dans ce domaine. Donc, c'est vraiment très utile de toujours intégrer ces techniques-là parce que ça permet aussi de savoir comment amener la personne vers des solutions, comment la cadrer vers des choses qui vont l'aider plutôt que d'aller se disperser dans tous les sens. C'est vraiment des techniques très, très utiles pour tous les thérapeutes, tous les coachs. Et puis, je vais vous enseigner aussi comment accompagner efficacement en ligne, parce que maintenant, il faut s'adapter. Mais moi, ça fait longtemps que j'accompagne en ligne, parce que j'avais des clients en Australie et en Nouvelle-Zélande. En anglais, j'accompagnais. Donc, je vous enseigne comment adapter ça en ligne et être aussi efficace dans votre accompagnement, dans le processus que vous mettez en place. Alors, dans cette formation, vous accédez donc à 50 heures de pratique et partage intensif qui sont en module de 5 heures. Hein. C'est sur 5 week-ends d'affilée, à raison de 5 heures, c'est ça? Non, 10 week-ends d'affilée, pardon. Et vous bénéficiez d'explications, de conseils concrets, bien sûr, démonstrations en live, on pratique ensemble dans des salles séparées sur Zoom. Hein. Vous pratiquez des exercices de mise en transe hypnotique, d'accompagnement par les sticks. Je réponds bien sûr à toutes vos questions. Je suis là pour vous soutenir, vous aider. Je suis tout le temps là avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est comme si on était dans une salle ensemble et dans les petites salles. Je viens vous rendre visite dans les petites salles quand vous pratiquez à 2 ou à 3. Et puis, vous avez accès aux enregistrements en MP4 et en vidéo. Pourquoi j'ai mis MP4? Oui, c'est vidéo, MP4, des ateliers 24 heures sur 24 pendant 1 an. Vous pouvez revisionner tout ce qu'on aura pratiqué. Ça ne sera pas accessible, ça sera protégé. Bien sûr, il n'y a que les participants à la formation qui pourront les voir et qui pourront avoir accès à ces enregistrements. Vous avez accès à des emails illimités pendant 1 an pour poser toutes vos questions. Je ne vous lâche pas, je suis là, si vous avez besoin de moi, auxquelles je réponds dans les 48 heures. Et puis, vous recevrez un certificat de formation professionnelle, niveau praticien professionnel en hypnose thérapeutique. Ça, c'est pour le niveau praticien professionnel. Et ce niveau-là, hein, en incluant tout ce que je viens de dire, 50 heures de formation professionnelle en live, accès aux enregistrements pendant 1 an, email illimité pendant 1 an, certification de formation, support de cours en PDF. Bien sûr, il y a un fascicule de formation que je vous envoie dès le début, que vous pourrez suivre tout au long et que vous garderez. Alors normalement, cette valeur réelle, hein, au niveau pédagogique, au niveau contenu, au niveau processus, au niveau enseignement, c'est une valeur de 3 000 €. Et je vous l'offre, je fais une offre spéciale pendant 5 jours pour cette masterclass en ligne à 1 500 € au lieu de 3 000, soit 30 € de l'heure. Donc, attention, cette offre elle est limitée aux 10 premiers inscrits et je n'accepterai que 15 participants pour que je puisse être efficace dans mon enseignement et vous voir et vous observer les uns et les autres. Ce sera maximum, grand maximum 15 personnes. Vous pouvez régler en 1 fois ou en 3 fois. Voilà. Donc maintenant, voilà les dates. Voici les dates. Donc, ça sera 5 week-ends. Oui, c'est 5 week-ends, c'est 5 heures, 5 fois. Non, mais qu'est-ce que c'est? Attends. Oui, c'est 2 jours par week-end, c'est ça. J'ai mal calculé tout à l'heure en vous le disant. C'est 5 week-ends en juin et juillet. Alors, vous serez peut-être en vacances, malheureusement, si vous êtes en vacances, mais on peut aussi se consacrer un week-end de formation pendant les vacances. Donc, c'est ces dates-là, juin 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 2 et 3 juillet, et l'évaluation finale aura lieu le 3 juillet.
Les horaires de Paris, c'est de 9 h à 15 h avec une pause d'1 heure. Et pour les horaires de la Réunion, c'est de 11 h à 17 h avec une pause d'1 heure. Voilà. Donc, la page de commande, je vous la mettrai tout à l'heure dans le chat si ça vous intéresse. Et puis, je vais juste vous présenter rapidement le niveau spécialisation, le contenu pour ceux que ça pourrait intéresser. Par exemple, si ceux qui sont venus nous rejoindre en mi-parcours de la conférence, si vous êtes déjà formé à l'hypnose ericksonienne, ceci pourrait vous intéresser parce que les prérequis, c'est d'avoir fait une formation minimum de 30 heures en hypnose ericksonienne pour pouvoir suivre ce niveau-là. Donc, dans ce programme de niveau de spécialisation, je vous enseignerai l'approche d'Ernest Rossi et l'hypnose thérapeutique, l'hypnose ericksonienne et la psychobiologie de la guérison, et en utilisant l'arbre métaphorique de guérison d'Ernest Rossi. Nous travaillerons aussi, c'est une chose que j'inclus moi dans mon approche thérapeutique, les 7 chemins de la guérison. Ce sont des métaphores et des techniques PNL que j'utilise dans le contexte de la maladie. Le langage métaphorique, comment utiliser le langage, comment prendre en compte les métaphores que le patient utilise déjà quand il parle de sa maladie ou de son mal-être, et les réutiliser dans des histoires qui guérissent, entre guillemets. Créer des inductions, comment créer des inductions, hein, on prépare les inductions au début quand on n'a pas d'expertise dans ce domaine. C'est important de créer ces textes, ces inductions, de prendre en compte tout ce qui a été pris, échangé pendant l'anamnèse. Et puis, je vous apprends aussi comment construire une histoire métaphorique en prenant compte des problèmes et de l'histoire du patient. Également, le processus de guérison dans une seule séance selon l'approche d'Ernest Rossi, les protocoles à mettre en place dans ce processus-là, très spécifique, qui ne peut pas être appliqué dans tous les cas. Le traitement des maladies psychosomatiques, le traitement des phobies. Alors là, je parle du processus d'hypnose thérapeutique qui va amener à traiter ces maladies psychosomatiques. Hein, d'accord ? Le traitement des addictions, comment traiter, comment faire de l'hypnose par l'éthique dans les problématiques telles que les troubles du comportement alimentaire qui peuvent être très graves, comme l'anorexie mentale ou la boulimie vomitive, etc. Et puis, je partagerai avec vous des études de cas cliniques de guérison, hein, d'auto-guérison, disons, plutôt. Et dans ce programme de niveau spécialisation de 50 heures, je vous apprendrai les techniques de double, de triple, de quadruple dissociation, encore bien sûr la prise en compte du back-up, des modes sensoriels préférentiels du sujet, la position basse, l'écoute active, l'anamnèse selon ma méthode claire, qui est un questionnement spécifique pour accompagner par l'éthique et permettre aux patients, aux clients d'obtenir des résultats optimums. Et puis aussi, comme dans le niveau praticien, les protocoles de sécurité à mettre en place à chaque séance. On fera une révision pour ceux qui sont déjà formés en hypnose quand même du score et l'intention positive. Le travail sur les croyances limitantes en utilisant des métaphores, les niveaux logiques qu'on utilise en technique PNL au niveau maître praticien que j'utilise en hypnose thérapeutique, et comment travailler à distance, spécial voix, ton, saupoudrage, métaphore, langage, mots, etc. qu'on utilise aussi en cabinet, mais qu'on peut utiliser en appuyant, en insistant sur ces techniques-là quand on est à distance et qu'on est contact oreille à oreille. Et ce niveau-là, et vous accédez également, comme tout à l'heure dont j'ai parlé, 10 ateliers intensifs, 50 heures de pratique. Vous avez les audios, les vidéos, accès aux vidéos pendant 1 an, aux enregistrements des vidéos. On pratique de façon intensive pendant toute la durée de la formation. C'est du pratico-pratique. Vous aurez le fascicule de formation en support. Vous avez accès à des emails illimités pendant 1 an pour me poser toutes vos questions auxquelles je réponds dans les 48 heures. Vous recevez un certificat de formation professionnelle niveau spécialisation en hypnose thérapeutique, traitement des maladies psychosomatiques, TCA. Et ce niveau-là, il a une valeur totale, hein, réelle, en termes de spécialisation, de tout ce que je vous apporte, des données scientifiques que Ernest
Rossi m'a donné l'autorisation d'utiliser dans cette formation, eh bien, c'est une valeur de 4 000, je l'estime à 4 000 euros, et je fais une offre spéciale à 2 000 euros au lieu de 4 000 pour les 10 premiers inscrits, et les places sont limitées à 15 participants, comme pour l'autre. Par contre, alors ça, c'est payable en une fois ou 3 fois, 730 par mois. Donc, par contre, si vous, ça c'est une autre offre que je fais ce soir, c'est si vous voulez faire toute la formation, c'est-à-dire 100 heures de formation à la suite, et que vous voulez vous investir vraiment à fond pour devenir, faire la totale, quoi, eh bien, je fais une offre spéciale. Ah oui, alors niveau spécialisation, c'est à ces dates-là, hein, ça sera en août, septembre, ok. Et pour faire les deux, si vous prenez les deux, eh bien, ça sera, où est-ce que c'est 3 000 euros au lieu de 3 500. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, et la valeur totale hein, des deux, c'est 7 000 euros, hein, en additionnant la valeur réelle hein, du contenu et de la pédagogie et de toutes les choses que je vais vous apporter dans cette formation. Voilà donc pour cette présentation. Je vais arrêter pour un moment le partage d'écran pour vous demander déjà, pour voir s'il y a des questions et pour faire un petit… Alors, ceux qui ne veulent pas être enregistrés, restez hors caméra.